Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue pour un nouveau podcast en mon humble compagnie. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un peu plus léger que la fois précédente. Je vous propose de remonter dans le temps en ma compagnie pour que je vous raconte un petit peu mes souvenirs de début de lecteur de manga, c'est-à-dire au milieu des années 90. Comment ça se passait à cette époque-là, comment j'ai découvert les mangas, comment j'ai lu mes premiers mangas, quel était mon premier manga, et aussi quel était le paysage des mangas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouvait, où est-ce qu'on les trouvait, est-ce que ça a beaucoup changé aujourd'hui, est-ce que c'est plus ou moins la même chose, etc. Voilà, donc je vous invite à sauter dans la DeLorean et avec Marty, on va y aller. Alors, je vais commencer par le commencement. Je suis bien obligé, même si c'est quelque chose que j'ai déjà raconté sur la chaîne à plusieurs reprises, mais je suis bien obligé de commencer par là. J'en ai peur. Alors moi, les mangas, et quand je dis manga, bien évidemment, je parle de livres. Mon premier manga que j'ai eu entre les mains, que j'ai lu, c'était, et ça ne vous surprendra pas, le premier tome de Dragon Ball, la fameuse édition pastel que certains collecteurs rêvent d'avoir aujourd'hui, que je n'ai plus d'ailleurs, que j'ai revendu assez récemment. Et donc ça remonte, alors je peux pas vous donner une date précise, mais ça remonte vraiment, ça devait être 94, 95, un truc comme ça. Donc il y a quasiment 20 ans, voilà. Et alors encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà raconté sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas grave. Cet achat de manga n'était même pas calculé, n'était pas planifié, parce qu'en réalité, moi, ce qui m'intéressait, c'était un jeu Super Nintendo, et c'était le jeu Dragon Ball, la légende Saiyan, je crois. Et c'est comme ça que je sais que ça date de 94-95, parce que du coup, je suis allé voir sur Internet la date à laquelle ce jeu vidéo était sorti à l'époque. À cette époque-là, donc j'imagine que Glénat faisait une opération marketing pour booster les ventes de Dragon Ball. Et donc, certains magasins, dont Auchan Perpignan, puisque c'est là que j'avais acheté, que ma mère m'avait acheté, bien sûr, puisque à l'époque j'avais 14-15 ans, m'avait acheté le jeu vidéo Dragon Ball. Et dans la boîte de jeu, avec la boîte de jeu, puisqu'à l'époque, ça se fait encore, je pense, les jeux vidéo, ils sont dans des espèces de boîtes en plastique dur. Eh bien, il y avait le premier tome de Dragon Ball. Donc, si vous achetiez le jeu vidéo, vous aviez en cadeau le premier tome de Dragon Ball. C'est donc comme ça que j'ai eu mon premier manga. Alors, bien évidemment, je connaissais très bien Dragon Ball, puisque je suis de la génération du Club Dorothée. Donc, j'ai grandi, évidemment, dans les années 80, et avec Dragon Ball à la télé, entre autres, bien sûr. Mais voilà, j'avais jamais... à l'époque, évidemment, les mangas, c'était un peu les balbutiements, puisqu'on est au tout début, milieu des années 90. Donc, il n'y avait pas 2000 séries parmi lesquelles choisir. Et ce qui peut-être est difficilement imaginable aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, trouver des mangas dans le commerce, il fallait se lever de bonne heure. En tout cas, là où j'habitais, moi, dans le sud de la France, dans la région de Narbonne. Donc, mon premier manga a été Dragon Ball, et puis ma mère a commencé à m'acheter les tomes quand ils sortaient en librairie. Donc là, pareil, c'était un petit peu la chasse aux sorcières, parce qu'en fait, il fallait trouver des endroits où ces mangas-là sortaient. Et comme on était au milieu des années 90, c'était avant Internet. Internet existait, mais pareil, c'était vraiment les balbutiements. Je crois qu'à cette époque-là, nous, on n'avait même pas d'ordinateur chez nous,
parce qu'à l'époque les ordinateurs coûtaient encore très très cher, c'était vraiment du luxe. Et donc voilà, vous alliez, je sais pas, une fois par mois, vous faisiez un peu le tour des librairies si vous y aviez accès, vous faisiez un peu le tour des librairies, des grandes surfaces. Bizarrement, à l'époque, je pense que c'était vraiment dans les grandes surfaces que vous aviez le plus de chances de trouver des mangas. Et je me revois très bien, moi et beaucoup d'autres jeunes à l'époque, se tenir des heures dans les rayons de Géant Casino, de Carrefour, de Auchan, etc., au rayon livres, en train de feuilleter ou de lire des mangas, quoi. Alors à cette époque-là, au milieu des années 90, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix, en fait. Donc vous aviez des séries telles que Dragon Ball, il y avait Berserk, il y avait des grands titres qui étaient encore plus difficilement trouvables, mais il y avait des grands titres tels que... Alors quand je dis grand, je parle de la taille des livres, là, je suis très terre à terre. Il y avait des titres tels que Akira, Appleseed, Orion, qui est un autre titre de Masamune Shirow, à l'image de Appleseed. Il y avait, je crois, Ghost in the Shell. Voilà, il y avait ce genre de grand format qui d'ailleurs a, je pense, plus ou moins disparu. Alors je connais pas la raison exacte et officielle. Et d'ailleurs, je crois, il y a que Glénat qui s'est aventuré sur ce terrain-là, en fait, de faire des mangas au format de BD européenne, c'est-à-dire en grand format avec des couvertures cartonnées en dur. C'est quelque chose qui n'existe plus, je pense. Et j'imagine, et ça, ce n'est, là, j'extrapole vraiment, et j'imagine que ça a été peut-être une tentative en fait de rendre le manga moins aliénant pour les lecteurs français en les présentant dans un emballage qui était déjà très connu, qui était celui du coup de la BD européenne franco-belge. Mais j'imagine que derrière les coûts de production étaient beaucoup plus élevés que le manga traditionnel entre guillemets poche, et que j'imagine très bien que c'est pour ça que ça n'a pas perduré. Donc vous aviez ces mangas-là, et ce qui est vraiment très très intéressant, et j'en viendrais presque à regretter cette époque parfois, parce que en ces temps-là, que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, il y avait vraiment cette sensation le manga était vraiment quelque chose encore d'assez, pas mystérieux, mais exotique, très exotique, parce que voilà, il fallait aller les chercher, il fallait les trouver. Vous alliez dans une librairie, vous étiez pas du tout garanti de trouver des mangas ou de trouver les nouveaux tomes. Il n'y avait pas encore Internet, ou en tout cas c'était vraiment les débuts, donc vous n'aviez pas de site de référence vous ne saviez même pas en fait quand est-ce que le prochain tome de votre série allait sortir. C'était complètement aléatoire, enfin pas forcément aléatoire, mais en tout cas de votre point de vue à vous, en tant que lecteur, en tant que consommateur, en tant qu'acheteur, vous n'aviez aucun moyen de savoir quand le prochain tome de Dragon Ball, de Gun, etc. allait sortir. C'était vraiment au petit bonheur la chance. Et donc, quand vous alliez dans une librairie ou dans une grande surface et que vous espériez trouver le nouveau tome de votre série en cours, quand vous tombiez sur un tome, je me souviens très très bien de cette sensation-là, et c'est une sensation du coup qui a disparu à cause ou grâce, je ne sais pas, d'Internet, parce que maintenant on sait des semaines, des mois à l'avance, on sait quand exactement le prochain tome va sortir. À l'époque, c'était pas du tout le cas, ça n'existait pas. Donc, vous aviez cette sensation de surprise, de joie, presque au désespoir, de tomber sur un tome, voilà, le tome 5 de Gun, mais vous ne saviez pas qu'il était sorti. Et puis, en fait, si, il est sorti, il est là, vous pouvez l'acheter.
Voilà, à chaque fois c'était un petit peu le coup de poker, quoi. La roulette japonaise, la fameuse roulette japonaise. Et donc voilà, comme je le disais, c'est un peu moi qui ai connu cette époque-là, moi qui ai connu cette sensation-là, cette surprise qui aujourd'hui n'existe plus du tout. Bah bon, c'est un peu dommage d'une certaine manière, quoi. Il y a plus du tout la surprise, il y a plus l'attente n'existe plus. On est garanti, on sait des mois à l'avance que tel tome va sortir, voilà. Également, à cette époque-là, les mangas, je ne sais pas vraiment pourquoi, étaient mais presque systématiquement associés aux jeux vidéo. Ce qui est quand même assez bizarre quand on y pense. Pourquoi ? Enfin, il y en a pas, à part l'origine de beaucoup de jeux vidéo qui viennent du Japon, mais tous les jeux vidéo ne viennent pas du Japon. Mais on trouvait également, en dehors des librairies, des grandes surfaces, on trouvait des mangas dans les boutiques de jeux vidéo. C'était normal et personne ne se posait la question. Et donc, pour vous donner un exemple très précis, à Narbonne, à 2 pas de mon lycée, moi j'étais au lycée Docteur Lacroix, eh bien il y avait une petite boutique de jeux vidéo qui existe encore, même si elle a déménagé. Et c'est dingue que 20 ans plus tard, elle existe encore. Et dans cette boutique de jeux vidéo, eh ben, il y avait une vitrine avec quelques mangas, des figurines de Dragon Ball, etc. Alors non seulement aujourd'hui, ça nous paraîtrait quand même, encore une fois, quand on y réfléchit 2 secondes, on se dit pourquoi est-ce qu'une boutique de jeux vidéo vend des livres, enfin vend des livres qui n'ont aucun rapport direct, en tout cas, avec les jeux vidéo. Mais ça allait encore plus loin dans l'aspect lunaire. C'est le fait que ces boutiques-là vendaient des tomes importés, donc en japonais, voilà, comme ça. Alors déjà, d'un point de vue légal, je suis pas certain, avec le recul, qu'ils avaient le droit de faire ça. Et puis surtout, quel intérêt ? Enfin, c'était qui, à plus forte raison quand vous êtes encore au lycée, parce que à cette époque-là, les mangas visaient quand même. Il n'y avait pas encore de mangas de niche, etc. Et on les avait pas encore. Donc, 99,9% des mangas qu'on avait en France, c'était du très grand public. Et donc, on peut imaginer que parmi ce public-là, le public qui était capable de lire des mangas en japonais, à mon avis, c'était extrêmement minime. Mais, encore une fois, ça rajoute à cet aspect vraiment très très exotique que les mangas avaient à cette époque-là et qu'ils ont plus, je pense, aujourd'hui, en tout cas chez nous. C'est que il y avait une telle fascination pour le Japon, pour tout ce qui touchait au Japon, en fait. C'était tellement nouveau. Parce que finalement, les dessins, on était au début des années 90, donc les dessins animés japonais, on les avait eus pendant une grosse dizaine d'années à la télé, un peu plus. Et puis on était en phase, Club Dorothée était en train de mourir, en fait, et c'était le dernier bastion, enfin c'était un des derniers endroits où on pouvait encore voir des dessins animés japonais, mais déjà à cette époque-là, c'était quasiment que de la rediffusion. Je suis même pas sûr qu'ils sont allés jusqu'au bout de Dragon Ball, je n'en sais rien. Mais donc voilà, je me souviens très bien d'aller dans cette boutique de jeux vidéo et de voir des tomes en japonais de Dragon Ball, et pour encore rajouter une couche à l'exotisme et à l'incompréhension, à la surprise, forcément, comme c'était les tomes en japonais, ils étaient très 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 en avance par rapport à l'édition française. Et je me souviens très bien que je voyais les derniers tomes de Dragon Ball en japonais, et donc sur la couverture, on voyait des personnages tels que Majin Buu, Dabura, etc. Enfin, les derniers persos de Dragon Ball. Mais nous, en France, on n'avait aucune idée de qui étaient ces personnages-là. C'était super bizarre de voir le manga Dragon Ball. Mais c'est qui ces gens, quoi ? On comprend rien. Voilà.
Et je pense que je n'oublierai jamais ces souvenirs-là. Et comme je le disais, je me répète, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait perdu finalement. Les mangas aujourd'hui sont tellement démocratisés en France, tellement populaires, et c'est très bien. Je suis le premier à m'en réjouir. Mais c'est un peu dommage qu'on a perdu du coup ce côté très exotique, mystérieux. Voilà, où les mangas, c'était encore, il fallait aller les chercher. S'ils étaient difficiles à trouver, etc., etc. Alors, j'ai beaucoup parlé de Dragon Ball, mais évidemment, il n'y avait pas que ça. Parmi mes premiers... en fait, ma collection de mangas, pendant très longtemps, elle a été en fait très restreinte, très petite. Tout simplement pour des questions... déjà parce que j'étais encore ado, donc j'avais pas d'argent. Donc les mangas, c'était ma mère qui me les achetait une fois de temps en temps quand elle pouvait. Donc forcément la collection grandissait très lentement. Et puis bon, moi après, ça c'était l'époque du lycée, mais après moi je suis parti à la fac, donc j'avais autre chose à faire que pareil, j'avais toujours pas d'argent. Et puis moi j'étais à fond dans mes études, donc les mangas c'était plus vraiment d'actualité en fait. Je les lisais encore, mais en fait ce que je relisais encore et encore les, je sais pas, 6 ou 7 séries que j'avais. Mais alors, ces 6 ou 7 séries que tu avais, c'était quoi, Doudou, dis donc? Au-delà de Dragon Ball, bien évidemment, une de mes autres séries phares, ça a été Gunm, dans un registre complètement différent. Et Gunm, ça a été vraiment un choc pour moi. C'est peut-être avec Akira, mais pas exactement pour les mêmes raisons, mais je me souviens très bien que Gunm, c'est dingue. Pourtant c'était il y a 20 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Comme quoi la lecture, on peut être marqué par des films, parce que les films c'est très visuel, donc si un film est très violent, s'il fait très peur, ça peut vraiment nous traumatiser, nous marquer, ça laisse une expérience indélébile. Mais moi j'ai vraiment fait l'expérience de la même chose en lecture, et c'était avec Gunm, et c'était je crois dans le tome 5, pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Il y a un passage dans le tome 5 où l'héroïne en fait arrive à l'article de la mort dans un combat extrêmement viscéral. C'est au-delà de la violence, c'est vraiment viscéral. Pourtant à cette époque-là, je sais pas, j'avais 17-18 ans, un truc comme ça, mais ça m'a vraiment choqué. Alors pas forcément dans un sens négatif, mais je me suis senti en fait physiquement mal. J'avais presque la nausée à la lecture du manga. Pour vous dire à quel point, moi j'ai vraiment fait l'expérience de lecture comme ça très forte. Donc il y avait Gunm qui a été vraiment, je pense, une étape importante, et j'ai eu la chance du coup de lire Gunm très tôt dans ma découverte des mangas. Donc en fait, j'ai pas lu énormément de mangas, de shonen neketsu entre guillemets. Assez vite en fait, j'ai été attiré, et j'ai eu la chance, comme je le disais, de lire des mangas un peu plus entre guillemets adultes, plus sombres, qui invitent davantage à la réflexion, etc. Donc il y a eu Gunm évidemment. Akira a été, comme vous le savez certainement, une pierre angulaire. Ça a été un peu la clé de voûte de ce qu'allait être ma passion en fait. Akira, en plus, j'ai beaucoup de souvenirs d'aller chercher les tomes. Alors Akira, c'était encore plus difficile de les trouver, et je crois qu'en fait on les a tous, ma mère les a tous achetés au même endroit, c'était encore une fois c'était une boutique de jeux vidéo, c'était pas une librairie. Et il avait des mangas, dont Akira. Je me souviens très bien qu'ils étaient tout en haut sur une étagère. Et quand je dis que des boutiques de jeux vidéo avaient des mangas, je précise qu'il ne faut pas vous imaginer des murs couverts de mangas. C'était quelques petites étagères avec 4, 5, 6 séries de mangas et pas plus. C'était très limité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne sais même pas pourquoi j'ai demandé à ma mère de m'acheter Akira.
parce que à l'époque, j'avais jamais vu le film. Je le répète, hein, c'était avant Internet. Donc je savais que le film d'animation existait, mais je ne l'avais jamais vu. Et en réalité, j'ai eu beaucoup de chance du coup, parce que je ne savais même pas de quoi Akira parlait. Et un peu comme les gens dont je fais partie qui, pareil à cette époque-là et avant, achetaient des jeux vidéo en se basant uniquement sur la boîte, sur la jaquette. Hashtag Megaman 2 sur NES, les vrais savent. Je pense sincèrement qu'en fait j'ai voulu lire Akira uniquement sur la couverture, parce que Akira était un format hors norme, hein, puisqu'il faisait partie de ces très rares titres qui avaient un très grand format et qui projetait une image de titre comme ça. Il y avait une espèce d'aura en fait autour de ce titre-là. Même chose pour Appleseed, Orion. On disait c'est bizarre, je comprends bien, je vois bien que c'est un manga, mais pourquoi est-ce qu'il est en grand format comme ça? C'est très étrange. Et donc ça a vraiment piqué ma curiosité. Et j'ai senti en fait, rien qu'en voyant les couvertures, je sentais qu'il y avait un truc. Alors, c'est très difficile de le mettre en mots, mais j'ai senti quelque chose, quoi. Donc j'ai commencé à lire Akira. Alors à l'époque, Akira, c'était, moi j'ai vraiment eu de la chance que ma mère accepte de les acheter au compte-gouttes, parce qu'ils étaient beaucoup plus chers que les tomes poche, bien évidemment. Mais Akira, effectivement, je sais, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais je persiste à dire, à penser et à prêcher que c'est un... Si je devais vraiment ne garder qu'un seul titre parmi tout ce que j'ai lu, malgré de nombreux titres extrêmement qualitatifs, mais si vraiment vous me mettiez un flingue sur la tempe et un couteau sous la gorge, je pense que je ne garderai que Akira parmi tout ce que j'ai lu, parce que au-delà en fait de toutes ces qualités scénaristiques, graphiques, ses personnages, ses thèmes, sa profondeur, la réflexion qu'il offre, sa fin qui est ouverte, etc. J'ai aussi tout cet attachement un petit peu sentimental, et le fait que à l'image de Gun, j'ai vraiment eu la chance de lire Akira très très tôt dans ma découverte des mangas, quoi. Donc en fait j'avais encore des yeux relativement vierges par rapport au manga, et bon, je pense que c'est un peu comme le cinéma. Si vous avez une culture cinéma très très jeune, et puis vous allez je sais pas, découvrir Star Wars, Jurassic Park, Retour vers le futur, Les Dents de la Mer, Alien, voilà, des titres comme ça, qui pour moi sont incontournables, et que vous les découvrez en étant encore relativement jeune. Du coup, vous avez très peu d'a priori, vous avez un imaginaire qui ne demande qu'à être mis en mode turbo. Ça aide beaucoup, voilà. Au-delà de ces titres, ma jeune collection des années 90, j'avais un Dr. Slump, que j'ai toujours, dont j'ai jamais parlé vraiment directement sur la chaîne. Peut-être un jour il faudra que je le fasse. Dr. Slump, évidemment, que vous connaissez très bien, qui est un classique de l'humour. Et d'ailleurs, je trouve assez surprenant que Dr. Slump, en fait, malgré le succès, l'omniprésence grabataire de Dragon Ball, qu'en fait Dr. Slump, on en entend, ou alors c'est moi qui regarde pas où il faut, mais je trouve que Dr. Slump est vraiment tombé dans l'oubli, quoi. Ce qui est assez curieux, vu que c'est de Toriyama également. Mais si vous n'avez jamais lu Dr. Slump, je vous le recommande chaudement. Je pense qu'au niveau des mangas humoristiques, c'est tout en haut du panier, quoi. Voilà. Et puis c'est tellement typique des années 90.
J'avais également Macross 7 Trash. Je sais pas du tout pourquoi j'avais ce manga-là. Ben si, ouais, oui, en fait oui, parce que c'était de la SF, de la science-fiction, et que je suis fan de ce genre-là, donc je pense que c'est sûrement pour ça. Ça me fait penser, je parlais tout à l'heure des endroits où on pouvait trouver des mangas et que c'était pas facile. À l'époque, ça se faisait beaucoup, encore une fois avant Internet. C'était d'acheter par correspondance. Et quand je dis par correspondance, c'était donc pas Amazon et compagnie, vu que ça n'existait pas, ou c'était encore voilà, sous le manteau. Mais vous aviez des boutiques parisiennes, notamment la boutique Toon, les plus vieux s'en souviendront peut-être. La boutique Toon, qui avait un petit catalogue qui était placé dans des magazines de jeux vidéo, encore eux, notamment dans Console Plus, qui était le magazine que je lisais de temps en temps. Et à partir du moment où les mangas ont commencé à apparaître de plus en plus, et les magazines de jeux vidéo, ils ont commencé à parler de manga. Ils avaient une ou deux pages dans chaque numéro, et ils avaient des pubs pour acheter par correspondance. Et donc je crois que c'est comme ça que j'avais acheté, que ma mère avait acheté Macross 7 Trash. De la même manière, j'avais obtenu RG Veda ou Rig Veda, j'ai jamais su comment il fallait le prononcer. Très très bon, très beau en tout cas, très beau manga de Clamp. Et donc c'était sur la boutique Toon. Et à l'époque, pour la petite anecdote, je n'avais jamais pu terminer la série parce qu'en fait, le tome 7, je crois, avait été en rupture de stock et n'avait jamais été réimprimé ou je sais pas quoi. Donc il m'avait toujours manqué je crois le dernier tome, et c'est bien plus tard. Donc j'avais revendu, je crois, finalement la série incomplète, et c'est bien plus tard que j'avais racheté la série en version deluxe. J'étais tombé sur une annonce d'occasion sur eBay ou un truc comme ça. Donc j'en avais profité pour enfin pouvoir relire et finir cette série. Voilà, puis à cette époque-là, j'avais quelques petits one-shots. Alors on va encore parler de Akira Toriyama, mais c'était vraiment c'était l'âge d'or de Toriyama, ces années-là. Et Glénat jouait à fond, ils n'avaient pas 50 000 auteurs non plus à vendre, donc ils jouaient à fond la carte de Toriyama. Et ils avaient sorti, je sais même pas si ça existe encore, et s'ils existent encore, ça, ils doivent être difficiles à trouver, j'imagine. Je crois qu'il y en avait eu 3, c'était des histoires courtes, donc c'était des recueils d'histoires courtes d'Akira Toriyama. Bon, voilà, ça mangeait pas de pain, et bon, ça cassait pas trois pâtes à un poulet non plus, quoi, on va dire. Mais ça se lisait comme ça, quoi. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, j'avais également un ou deux tomes, je crois. Non, c'était même pas des tomes, c'était des fascicules, c'était des ex-libris d'une BD chinoise, pour vous dire à quel point à l'époque c'était le grand n'importe quoi. Tout ce qui venait, c'était une BD qui venait d'Asie, bon, c'est un manga, c'est bon. Alors qu'en fait pas du tout, c'était chinois. C'était Cyber Weapon Z, ou Cyber Weapon Z, en bon breton. Et pareil, c'était le magazine Console Plus. Pendant 4 mois consécutifs, ils avaient mis un fascicule dans leur numéro. Et donc, au bout de 4 mois, en fait, vous aviez plus ou moins l'équivalent du premier tome de cette BD chinoise. Et encore une fois, je sais pas du tout pourquoi, parce que ça n'avait aucun rapport avec le jeu vidéo, et c'était pas japonais non plus. Mais bon, il y avait Z dans le titre, alors bon, Z, Dragon Ball Z, bon allez, ça passe quoi. Voilà. Je suis sûr que c'est pour ça. Et bon, cette BD là, bon voilà, ça se lit, mais bon, c'est un truc d'action, arts martiaux, un peu SF, un peu fantastique, mais bon, bon, c'est ça, voilà. Donc il y avait ça. Je crois que c'est tout. Je dis ça de tête, j'oublie certainement peut-être un titre ou deux. Mais vous voyez que du coup... ah oui, oh là oui, bien sûr, Jean-Paul. Comment ai-je pu oublier Kenshin le Vagabond? Et je crois que Kenshin le Vagabond, ça a peut-être été l'un de mes derniers mangas
Il y a de fortes chances que Kenshin le Vagabond, ça a été le dernier manga que j'achète dans les années fin 90, début 2000. Puisqu'après, ça a été les années fac et voilà. Et donc après, j'ai eu une très très longue période dans ma vie où je ne lisais plus du tout de manga. Et puis de toute façon, j'avais même pas accès à mes mangas vu que je n'habitais plus en France et que ma collection était restée en France. Mais bien sûr, on ne peut pas faire l'impasse sur Kenshin le Vagabond, qui pour moi reste un très bon souvenir de lecture. C'est un manga que j'ai lu plusieurs fois. Et qui, même si malheureusement dans sa dernière partie a eu le syndrome, ce que moi j'appelle le syndrome Dragon Ball, c'est-à-dire le manga qui ne sait pas s'arrêter quand il faut, et qui continue parce que ça fait de l'argent. Donc la dernière partie, le dernier arc de Kenshin, pour moi, a beaucoup baissé en qualité, à la fois scénaristique et graphique. Mais pendant longtemps, pendant les 2 tiers du manga, je pense que Kenshin le Vagabond est vraiment une lecture à faire si vous aimez le shonen à tendance neketsu, mais qui est blindé d'histoire avec un grand H. Vous apprendrez beaucoup de choses sur le Japon. Je crois que ça se passe au XVIIIe siècle, mais je me souviens plus exactement. Mais vous apprendrez beaucoup de choses sur le Japon si vous lisez Kenshin le Vagabond. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, merci Glénat, parce qu'à l'époque, ils ont quand même fait l'exploit incroyable de spoiler un tome entier. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. En fin de tome, vous aviez 1 ou 2 planches du prochain tome. Donc une espèce pour vous donner envie d'acheter le prochain tome, quoi. Et Glénat avait fait vraiment l'exploit, un truc qui me paraît fou, c'était dans cette dernière page, donc des pages qui nous annonçaient le prochain tome, ils avaient mis une révélation incroyable qui foutait en l'air complètement ça devait être la révélation du prochain tome, et en fait il la mettait dans le tome d'avant. Et je me souviens que j'étais vraiment énervé. Enfin, ils sont vraiment débiles, quoi. Voilà. C'est comme si vous alliez voir la bande-annonce d'un film et que dans la bande-annonce, on vous met la fin du film. C'est de ce degré de débilité, quoi. Mais ils l'ont fait, voilà. Donc, champion du monde, Glénat. Voilà. Donc... oui, et puis comme je le disais, après ça, Kenshin a été probablement mon dernier manga avant très longtemps, parce qu'après c'est les études à la fac qui ont pris le relais. Mais voilà, je voulais vous raconter un peu tout ça parce que bon, c'est vraiment difficile pas forcément à mettre en mots. Mais j'ai bien conscience que même si je vous le raconte et que vous avez, 20 ans aujourd'hui ou moins, vous n'avez pas du tout connu ce paysage des mangas, et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire les mangas, ils sont partout, c'est très facile de les trouver, et si vous n'avez pas accès aux librairies comme moi, voilà, il y a Internet. Mais encore une fois, je trouvais un peu dommage que cet aspect chasse au manga n'existe plus, et qu'aujourd'hui alors bien sûr c'est très bien, maintenant on a accès à tout et c'est très facile, et en plus il y a le marché d'occasion par-dessus le marché, il y a le marché par-dessus le marché, c'est un surmarché, Georges Marchais. Donc voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de nostalgie quand j'y pense. J'ai beaucoup de souvenirs, d'anecdotes, comme j'ai essayé de vous les raconter comme ça à la volée au passage. Mais c'est vrai que le côté chasse au trésor, les endroits improbables où on trouvait des mangas, et puis le fait qu'on savait pas, en fait, encore une fois, il n'y avait pas de site internet, on savait pas
quels allaient être les prochains titres que les éditeurs allaient sortir. Ah oui, d'ailleurs, au passage, les éditeurs, c'était pas comme aujourd'hui où il y en avait des dizaines, des dizaines et des dizaines. À l'époque, les éditeurs, on pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. Il y avait Glénat, il y avait Tonkam, qui n'existe plus, je crois. Il y avait J'ai lu. Et puis il y avait peut-être il y avait Casterman, je crois peut-être qu'à l'époque il commençait déjà avec du Taniguchi, j'en suis même pas sûr. Mais de toute façon là, si c'était déjà le cas, les Taniguchi n'étaient pas au rayon manga, bien évidemment. Parce que c'est du roman graphique, paraît-il. Bref. Eh bien écoutez, je vous ai tenu la jambe et tenu l'oreille suffisamment longtemps. J'espère que ce petit podcast nostalgique vous aura fait passer un bon moment. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. J'espère que vous avez la santé parce que c'est toujours le plus important. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast au rayon manga. Allez, à la prochaine tout le monde et n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.